L'usine Haribo de Marseille, 400 salariés. La direction annonce des suppressions de postes d'ici l'an prochain. 62% des salariés viennent de voter en faveur de ce plan, mais les syndicats contestent ce résultat. Ça n'a pas été surtout pas un vote d'adhésion, ça a été un vote de peur. Les gens ils ont voté oui pour garder leur emploi, pour espérer garder leur emploi. Même scénario à Uzès. Ici, on fabrique des fraises Tagada. Le confiseur allemand Haribo va réduire ses effectifs de 15% en France, soit près d'une centaine de postes supprimés sur les 750 que comptent les deux usines. Ils veulent produire 50 000 tonnes comme on fabrique aujourd'hui, d'ici 2020, avec 20 à 25% d'effectifs à moins. Donc on peut appeler ça qu'un plan social déguisé. Les syndicats s'étonnent alors que Haribo France a doublé son chiffre d'affaires en 10 ans. Mais selon la direction rencontrée il y a quelques mois, la concurrence est rude. Et Haribo s'apprête à ouvrir un tout nouveau site en Allemagne entièrement automatisé. Il produira 4 fois plus que les usines françaises. Il faut donc réduire les coûts. On va simplement s'aligner et regarder ce que les autres font mieux que nous. Il faut admettre que des fois, les autres font des choses mieux que nous. On va essayer de copier intelligemment et à travers ça, on va aligner les usines françaises aux standards de performance des autres usines. La direction affirme privilégier les départs volontaires et les pré-retraites. Cette fois, au contraire, c'est un scénario plus rare et qui interpelle quand une petite entreprise fait trembler une géante. À Paris, les salariés de JC Decaux qui gèrent le marché du Vélib, ces vélos en libre service, ont manifesté devant la mairie du 13e arrondissement. Car la PME Smooth, située à Saint-Gély-du-Fesque dans l'Hérault, pourrait être préférée au grand groupe JC Decaux. Cela sera confirmé dans les prochains jours. Les salariés sont inquiets pour leur emploi. Ils accusent la société Smooth de vouloir faire du dumping social. Écoutez. Ils ont gagné sur un seul critère, le prix. Et quand on dit le prix, c'est que les salaires et le coût. Donc en gros, c'est nous parce qu'on coûte trop cher. Et ce soir, dans un communiqué, la société Smooth affirme que la dimension sociale du projet est pour elle une priorité. L'État n'est pas responsable d'un défaut de surveillance de Mohamed Merah. Ce sont les conclusions de la Cour administrative d'appel de Marseille, saisie par le père d'Abdel Chenouf, le militaire tué par le djihadiste à Montauban. En conséquence, c'est à tort, dit la justice, que l'État a été condamné à indemniser la veuve du soldat et son enfant. La famille Chenouf a l'intention de se pourvoir devant le Conseil d'État. Il y a 5 jours, le tribunal leur avait donné 48 heures pour quitter les lieux. Eux, ce sont les squatteurs de l'ancien cinéma Le Royal à Montpellier. Une vingtaine de personnes qui occupent les lieux depuis 9 mois et qui empêchent le propriétaire de vendre à des investisseurs privés. Caroline Agulot et Valérie Banabera sont allées à leur rencontre. Ils attendent l'avis d'expulsion de l'huissier d'un moment à l'autre. Après des mois d'occupation, les habitants de l'ancien cinéma du centre-ville Le Royal sont sur le point d'être délogés par les forces de l'ordre. Pour se préparer, ils ont bâti une barricade à l'entrée du bâtiment. En gros, en fait, c'est un mur renforcé et du coup, ça empêche le passage. Ce qui fait la spécificité de ce squat, c'est sa transformation en un lieu culturel alternatif. Des concerts gratuits ouverts au public, des pièces de théâtre, des projections de cinéma s'enchaînent ici toutes les semaines. Messor est l'un des occupants du Royal. Sa rencontre avec la salle des machines a été une révélation. Je suis accro à cette machine. Il vit ici depuis l'été dernier. Durant les soirées cinéma, c'est lui le projectionniste. À 19 ans, il dit s'être enrichi, nourri culturellement et politiquement au Royal. Alors cette expulsion annoncée, il la redoute à plus d'un titre. Personnellement, déjà, ce sera la perte de mon lieu de vie. Parce que en fait, moi, j'habite ici. Ça fait 10 mois, du coup. Presque un an que je vis ici, que j'ai une chambre ici, que je fais ma vie ici, que je fais mes études ici. Moi, je suis boursier, donc j'ai très peu d'argent par mois. Ma famille n'a pas les moyens de m'aider. Et donc oui, pour moi, me loger, ça veut dire peut-être refaire une occupation, réouvrir un squat. Dans ce lieu en autogestion, une vingtaine de jeunes gens vivent en permanence. Ce sont des étudiants ou des travailleurs précaires. Les habitants du Royal sont soutenus par un collectif militant issu du mouvement social. Pour eux, cette occupation a rendu visible la pauvreté en centre-ville. On peut tous dire ici qu'on a appris beaucoup, voilà. Et sur la misère humaine aussi. Moi, c'est une des choses qui m'a choqué. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de gens
dans le besoin. Et c'est aussi de ça qu'est né le Royal, en fait, de ce sentiment de voir des gens dans la rue tous les jours juste en marchant. On est contre l'expulsion, ça c'est clair. Et c'est pour ça qu'on lance des appels à soutien un peu partout sur les réseaux sociaux, via les téléphones, etc. C'est parce que vraiment on n'est pas disposé à laisser le lieu, surtout pour donner place à un projet immobilier. La cour d'appel a ordonné l'expulsion des occupants dans les 48 heures. Les propriétaires veulent récupérer leurs biens pour le vendre à des promoteurs immobiliers. Les élèves de CM1, CM2 de l'école Le Sycomore de Banassac-Canillac en Lozère, récompensés par le ministère de l'Éducation. Hier, ils se sont vus remettre le premier prix pour leur travail sur le harcèlement. Ils ont réalisé une affiche « Le harcèlement, c'est pas du cinéma ». Elle servira dans toute l'académie de Montpellier de support pédagogique lors de sessions de sensibilisation ou de formation. Intéressons-nous maintenant au scandale de la dépakine, ce médicament anti-épileptique aux effets redoutables sur le fœtus. La lanceuse d'alerte Marine Martin, mère de 2 enfants victimes de ce médicament et qui habite dans les Pyrénées-Orientales, publie un livre. Avant de la retrouver en direct de nos studios de Perpignan, retour sur ce nouveau scandale sanitaire avec Jean-Philippe Faure. On compterait 14 000 victimes de la dépakine et de ses dérivés en France. Commercialisé par le géant Sanofi, ce médicament très efficace pour soigner l'épilepsie aurait par contre des effets ravageurs, notamment sur le fœtus des femmes enceintes traitées. Derrière ces révélations, Marine Martin, elle-même concernée, se retrouve aujourd'hui avec 2 enfants victimes. Un adolescent autiste et une fille avec des difficultés de coordination motrice. Cette lanceuse d'alerte publie un livre dans lequel est estimé le nombre de personnes rendues handicapées par ce médicament. Il a bouleversé ma vie dès lors que j'ai appris que c'était lui qui était responsable du handicap de mes enfants. Donc face à un laboratoire aussi puissant, pour dénoncer un scandale sanitaire aussi gigantesque, oui, c'est un réel combat. D'après le journal du dimanche, le fabricant avait connaissance d'un risque dès les années 70. Il se dit prêt à répondre, mais pas avant que sa responsabilité soit clairement établie. Bonjour Marine Martin, vous êtes donc l'auteur de Dépakine, le scandale, je ne pouvais pas me taire. Vous êtes également la présidente de l'association d'aide aux victimes que vous avez créée dans les Pyrénées-Orientales. 14 000 enfants auraient été victimes de la dépakine en France, c'est énorme. Et combien d'enfants touchés en Occitanie ? Eh bien, aujourd'hui, on compte 316 victimes de la dépakine dans l'Occitanie. Donc, c'est déjà gigantesque. Ce sont uniquement les familles qui m'ont contactée pour me faire part du handicap de leur enfant. Alors, depuis que vous avez créé votre association, le scandale a pris des proportions internationales. Est-ce qu'aujourd'hui, le combat ne vous échappe pas ? Non, je ne pense pas, parce que depuis le début, j'ai eu connaissance effectivement des victimes partout en Europe, parce que ce médicament a été commercialisé dans le monde entier. Donc je travaille en étroite collaboration avec mes homologues anglaises. J'ai aidé mes amis belges à créer leur association, mes amis suisses. Aujourd'hui, j'ai des contacts en Espagne avec des familles barcelonaises. Donc aujourd'hui, c'est un combat international que je mène parce que j'ai toujours pensé qu'ensemble, on était plus forts et que face à un laboratoire aussi puissant que le laboratoire Sanofi, il fallait unir nos forces pour faire éclater le scandale. Mais vous pensez pouvoir mobiliser à cette échelle ? Je pense, bon, ça fait effectivement 6 ans que je me bats, donc ça fait pas mal d'années. Mais aujourd'hui, partout en France, des familles ont témoigné de leurs enfants victimes de la dépakine pour dénoncer ce scandale. Nous ne sommes pas des cas isolés, nous sommes extrêmement nombreux. Et d'ailleurs, prochainement, le 29 et 30 avril, nous nous réunissons à Poyestre dans les Pyrénées-Orientales et les victimes seront là pour se retrouver autour d'un concert caritatif du groupe BESS parce qu'il est important de se retrouver tous ensemble ici dans les Pyrénées-Orientales. On dit désormais de vous que vous êtes une lanceuse d'alerte, comme le fut Irène Frachon pour le Mediator. Pour Irène Frachon, ce fut et c'est toujours le combat d'une vie pour lequel elle a tout donné. Ça ne vous fait pas peur ? Non, c'est elle qui m'a inspirée. Donc aujourd'hui, je suis très fière qu'elle ait accepté de faire la préface de mon livre. Elle reste un modèle pour moi. C'est quand je l'ai vue effectivement à la télévision et que je me suis rendu compte qu'elle se battait pour ses patientes, qu'il fallait que moi aussi je me batte pour ces milliers d'enfants victimes et que je dénonce ce scandale. Parce que si je ne le faisais pas, malheureusement, personne ne l'aurait fait à ma place et on continuerait à prescrire de la dépakine majoritairement chez toutes les femmes épileptiques et bipolaires. Merci beaucoup, Marine Martin, d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle que
que votre livre sort jeudi. Il est 19h10, c'est l'heure de vos échos de campagne. Ratino, et on commence avec la proposition phare de Benoît Hamon, le revenu universel remis au goût du jour sur les réseaux sociaux. En période électorale, il y a presque une chanson, c'est Tweet Again. En ce moment, les députés socialistes qui sont derrière Benoît Hamon, eh bien, retweetent comme Christian Assaf la proposition phare de Benoît Hamon, avec une nouveauté pour justement tester la matérialité, voir les conséquences de ce revenu universel d'existence. Eh bien, on peut aller sur le site de Benoît Hamon, on tape son revenu brut et puis vous avez une réponse. Par exemple, si vous avez 1500 € de revenu brut, et bien le candidat socialiste vous promet 189 € par mois pour compléter justement vos salaires et autres allocations. Une image, cette fois-ci du côté des Pyrénées-Orientales, avec le début de la campagne pour les députés. C'est Oui au pays catalan qui organise cette campagne-là, avec un slogan très offensif, qu'importe le programme pourvu qu'ils aient une place. On parle de la légitimité supérieure des partis de Catalogne par rapport au